Depuis 30 ans, Christiane Ayotte est aux trousses des malfaiteurs. Dans son laboratoire à Laval, elle analyse le sang et l'urine d'athlètes de partout dans le monde à la recherche de celui ou de celle qui aurait triché. Christiane Ayotte est la directrice du laboratoire de contrôle de dopage, le seul en son genre au Canada. Cette scientifique d'envergure mondiale a eu la piqûre des sciences très jeune. Son père était biochimiste et la maison familiale était un véritable laboratoire. Très tôt dans sa carrière, on demande à Christiane de mettre au point un test de dépistage pour les athlètes canadiens aux Jeux olympiques de Los Angeles. Quelques années plus tard, Christiane Ayotte devient directrice du laboratoire antidopage et depuis, elle parcourt le monde entier à traquer ceux et celles qui salissent leur sport. Certains me reprochent d'être dure et d'être assez coupante, mais on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Christiane Ayotte, bonjour. Bonjour. Certains disent de vous que vous êtes l'ennemi de l'athlète. Qu'est-ce que vous dites à cela? Oh, pas du tout de l'athlète, mais du dopé, des tricheurs, des abuseurs, des gens qui essayent de se faire du crédit en projetant sur les autres leurs désirs. Ça, probablement qu'effectivement, je serais plus dans leur chemin. Quelle est votre définition? Quelle est la définition du dopage? Le dopage, en fait, il y a une définition qui est tout à fait technique selon l'Agence mondiale antidopage et les fédérations sportives. C'est la prise d'une substance qui est nommée sur la liste des interdictions. Le dopage et les agents dopants, ce sont des médicaments, surtout en grosse majorité, principalement qui sont disponibles pour des utilisations thérapeutiques légitimes, mais sous ordonnance. Et il y a quelques drogues d'abus. Alors, on détourne le médicament de son utilisation thérapeutique légitime pour prendre une des propriétés, que ce soit la propriété principale ou secondaire, en l'administrant à l'athlète, tenter d'augmenter ses performances. Alors, il y a en fait 400 médicaments. Et ce qui est peut-être plus perturbant maintenant, c'est qu'il y a des produits qui n'ont pas encore terminé la phase des études cliniques qui sont disponibles sur l'Internet pour recherche entre guillemets, mais tout le monde sait très bien que c'est distribué chez les athlètes sans aucune idée là, de l'innocuité ou de l'absence d'effets secondaires. C'est distribué chez l'athlète par qui? C'est un peu tout. Il y a quelques années, c'était restreint. En fait, quand le dopage s'est inséré dans le sport dans les années 4... ça commence même au début des années 50 avec les amphétamines. On parlait aussi de cocktails de cocaïne, d'héroïne, ce qui était disponible à l'époque, et même de la strychnine. Donc, c'était dans des buts de stimulation. Au fur et à mesure que l'industrie pharmaceutique a développé des médicaments pour répondre à des besoins thérapeutiques tout à fait légitimes, bien, il y a des dopes qui se sont introduites dans le sport. Je suis persuadée, dans les années 80, les premiers sportifs qui se sont fait attraper par des tests antidopage compétents ne comprenaient pas que du jour au lendemain, alors qu'ils croyaient faire ce qu'ils devaient faire pour, et ce que tout le monde faisait dans tous les pays, les haltérophiles, les lanceurs de poids notamment, que du jour au lendemain, ils passent d'un athlète cohérent à un tricheur. Et qui sont les dopeurs? Bien, dans le temps, c'était les entraîneurs. C'était en Allemagne de l'Est ou dans les pays du bloc de l'Est, en Russie, les médecins des équipes sportives, comme on l'a appris par la suite. C'était du dopage étatisé. Dans d'autres pays, c'était des pôles. Il y avait des médecins qui avaient des recettes particulières et qui dopaient les médecins de fédération. Il y a tout autant de dopeurs qu'il y aura de façons de pratiquer le sport élite. Et vous, votre travail, c'est de trouver ces tricheurs-là. Comment est-ce que vous détectez ces substances illégales? Est-ce que ça se fait avant, durant, pendant, après les compétitions? À quel moment est-ce que vous testez? En fait, historiquement, il a fallu qu'on s'est ajusté au gré des scandales percutants. Et au Canada, je pense que le scandale de Ben Johnson à la fin des années 80 reste marquant.
à l'image internationale. Auparavant, dans les années 80, les tests étaient faits en grand amateur. Il y avait besoin qu'on passe à la phase professionnelle. Il se faisait peut-être 35 000 tests dans le monde entier, principalement au moment des compétitions, donc les Jeux olympiques, les tournois de football majeurs, les grands championnats mondiaux, et c'était tout. Avec Ben Johnson, on a compris, je crois, que l'utilisation d'anabolisants s'était répandue et le changement qui a été apporté a été de faire des tests aussi à l'improviste. Et bon, après ça, sont venues les prises de sang pour les tests sanguins. Donc, il y a eu des étapes, des jalons clés. Maintenant, en 2014, on parle de 260 000 tests qui sont faits par année, hors compétition, en compétition, à l'improviste, de façon plus ou moins ciblée, mais aussi de tests sanguins. Donc, c'est de plus en plus poussé. Alors, c'est devenu très sophistiqué, je vous dirais, au point que les méthodes qu'on a, nous, dans nos laboratoires, comme ici à Montréal, sont, et à ma grande surprise, sont un pas d'avance de ce qu'il y a dans les hôpitaux, dans les laboratoires de toxico ou dans les laboratoires de sciences juridiques. On a en place des méthodes qu'eux n'ont pas encore mis en place. Donc, on finit toujours par avoir des positifs. Et ça, comme je vous dis, c'est une victoire scientifique, mais c'est certainement une défaite humaine ou une défaite humanisme du bon sens. Je ne peux jamais croire que ça peut être pris. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus problématiques que d'autres? J'imagine que oui, je pense à l'haltérophilie, le cyclisme, le ski de fond, par exemple. Oui, pour le dopage sanguin particulièrement. Le dopage sanguin, c'est vraiment un fléau. Et bon, si on recule en plus pour le cyclisme, le football aussi était très... Le soccer européen, là, je veux dire, et le ski de fond, c'était toujours suspecté qu'il y ait de la dope là-dedans. Malheureusement, c'était gangréné par le dopage et ça l'est toujours. C'est mieux parce qu'on a maintenant des tests depuis les années 2000 pour l'érythropoïétine, mais pas complètement, encore une fois. Ce sont tous les produits dont les athlètes peuvent se servir qui sont présents dans le corps humain normalement. On a beaucoup de difficultés à établir la différence entre ce qui est naturel ou qui provient d'un médicament. Quand on sait que testostérone, hormone de croissance, érythropoïétine, puis beaucoup d'agents dopants, on a une fenêtre de détection autour de 12 à 24 heures, la pertinence, je vous dirais, du contrôle antidopage est entièrement maintenant, non pas dans les mains des laboratoires, mais dans les mains des gens qui recueillent les échantillons d'urine. Et c'est là que le jeu se fait beaucoup maintenant. Et le cyclisme, malheureusement, le ski de fond, il y a encore des scandales et moi, je ne pourrais jamais dire qu'on est présentement en mesure de tout détecter, le dopage qui se passe là. Et pour les autres sports, malheureusement, bien, on a des cas de dopage dans tous les sports. Christiane Ayotte, on est dans votre laboratoire. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est tout le traitement des échantillons sanguins et urinaires. Donc, il y a une première étape qui est assez lourde, c'est la réception des échantillons, le classement, s'assurer que tout est bien. Après ça, il y a la mise en tube et les portions qui sont prélevées, on fait un premier dépistage dans plusieurs procédures, sont envoyées au laboratoire. Ici, vous êtes dans le laboratoire de chimie analytique, ce qu'on dit humide, c'est-à-dire on prépare les échantillons en vue de leur analyse. C'est la préparation des échantillons. Maintenant, quand on pense à des tests antidopage, on pense aux Jeux olympiques. On n'est pas dans une année olympique, alors qu'est-ce qui rentre ici pour se faire tester? Je vous dirais que notre laboratoire est l'un des 35 laboratoires internationaux, le seul au Canada où il se fait des tests auprès des athlètes parce que nous avons l'accréditation du Comité international olympique. On a le privilège d'avoir non seulement les tests qui sont faits sur nos athlètes canadiens ou les compétitions qui sont sur le territoire canadien. La majorité des échantillons que l'on reçoit
vont être d'entente avec les grandes agences ou les ligues professionnelles nord-américaines. Donc, on a, par exemple, tous les échantillons de tennis de tous les tournois du monde viennent ici pour être analysés. On a les échantillons des ligues de baseball, la MLB, la NBA pour le basketball, la Ligue de hockey, la Major League Soccer. Donc, ces échantillons-là, ils nous ont choisis pour faire les échantillons, leur analyse d'échantillons. Alors, je vous dirais que ça nous tient passablement occupés. On est le deuxième plus gros laboratoire en termes du nombre d'échantillons qui sont analysés. On doit faire près de 25 000 analyses par année, ce qui est énorme. Madame Ayotte, vous avez passé votre carrière à suivre les grands sportifs de ce monde, tricheurs et pas tricheurs. Vous, est-ce que vous êtes une sportive? Bien, je me qualifierai certainement pas de sportive, mais je pense que pour moi, d'avoir une période d'activité physique intense, ça aide. Donc, là, présentement, je me contente de faire de la course à pied et c'est très bénéfique. Et qu'est-ce que vous faites pour améliorer vos performances? Ah! À l'âge que j'ai, je suis très contente d'être capable de sortir courir une demi-heure, 40 minutes. Et c'est la performance que je trouve très acceptable et j'en suis très satisfaite. Christiane Ayotte, qui sont les athlètes qui se dopent? Quel est leur entourage? Quel est leur cheminement? Ça peut aller du jeune garçon ou de la jeune fille tout à fait bien, avec des valeurs morales, qui, à un moment donné, se met le doigt dans l'eau chaude ou dans le feu et le fera avec grande culpabilité. Mais il y a aussi, à l'autre extrême, je crois, les grands cyniques du dopage avec un cœur de pierre. Donc, il y en a de toutes sortes et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est de regarder un peu la dynamique qu'il y a autour d'un athlète. Déjà, en partant, un athlète, on a tendance à le voir un peu comme complètement déresponsabilisé de son entièreté et nous dira ben c'est pas moi, c'est mon médecin, sans comprendre exactement. Sauf que l'athlète qui est pris au piège, c'est lui qui souffre les conséquences, c'est pas forcément son entourage. Maintenant, l'entourage peut être sanctionné et ça, il était temps. Parce que c'était assez insupportable de voir que les anciens dopés devenaient les entraîneurs. Comment voulez-vous qu'on change les mentalités si l'athlète qui s'est dopé devient l'entraîneur et il ne sait pas faire différemment? Je trouvais qu'en fait, des fois, que l'athlète soit arrêté par un contrôle antidopage, c'était peut-être ce qui pouvait y arriver de mieux dans sa vie pour briser cette espèce de cercle vicieux dans lequel il était. Ici, vous testez et donc vous avez des tests qui sont positifs. Qu'est-ce qui arrive? Ou peut-être me raconter votre premier test positif. On sait comment les athlètes vivent ça. Comment est-ce que vous vivez ça? Le premier test, j'étais vraiment très jeune. J'étais encore en postdoc. Et bon, je me revois très bien injecter. Il était tard le soir, faire mes injections. Puis tout à coup, ça répond, j'ai un positif. Et là, me dire... Ah, ça fonctionne, ça y est, je l'ai, je ne me suis pas trompée, la technique est là. Et l'autre méthode qui roulait en parallèle n'avait rien vu. Mais bon, rapidement, très, très rapidement, je me suis rendu compte que le résultat de mon travail et de mon effort scientifique avait directement un impact sur quelqu'un. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les années 80, c'était pas clair du tout. Les gens qui étaient autour des athlètes, en fait, voulaient que les athlètes passent les tests antidopage, mais ne voulaient pas les empêcher ou les arrêter de se doper. Alors, j'ai découvert un milieu qui était glauque. Je me souviens avoir eu le cœur brisé en me disant je suis collaborateur d'un système où j'arrive même pas à savoir où sont les bons, où sont les méchants. Mais la figure de ces deux haltérophiles, c'était Chagnon et Adelot, était dans tous les journaux, partout. Je me sentais coupable, moins que rien. Et il a fallu que je fasse une grosse réflexion morale, éthique, humaniste et tout ce que vous voudrez pour que je continue à travailler dans ce domaine-là. Et pourquoi je suis devenue une passionnariat de la lutte au dopage, c'est que c'était pas seulement, mon but n'était pas d'attraper les athlètes dopés et de faire un tableau de chasse, c'était de changer ce milieu-là
où c'était de l'hypocrisie, de la triche, de la complaisance, de l'abus sur les athlètes. C'est ça que j'ai voulu changer par ma carrière. Qu'en est-il de la crédibilité du sport aujourd'hui? Bien, je pense qu'il faut replacer un petit peu ses objectifs et ses attentes face au sport. Il y a tout un paquet d'intérêts. Et nous, spectateurs, parce qu'on en est, on achète un produit ou on participe ou on regarde un produit. Il faut arrêter, je pense qu'il faut tout enlever les couches du sport pour aller chercher l'humain là-dedans. Le sport a été créé par les humains pour son plaisir, mais aussi pour le dépassement. On essaie de dire, il y a des règles, suivez les règles et la récompense devrait y aller. Et nous regardons une compétition en nous disant, eh bien, ce qu'on voit là, c'est du dépassement humain. Non. Lorsque c'est de la triche, lorsque c'est organisé, lorsque ce qu'on voit là en avant, ça peut être aussi arrangé. Donc, je pense que les gens peuvent encore prendre du plaisir à regarder du sport, mais bon, c'est pas la fin du monde. Il faut replacer ça comme une activité humaine et il faut que les gens, à ce moment-là, continuent à pousser pour remettre au sport ce qu'il doit être, c'est-à-dire une pratique permettant de se jauger et de se calibrer, et pour nous, de voir des compétitions qui sont le fruit du dépassement humain et non pas de l'abus, de la torture et de toutes sortes de pratiques infectes. Madame Ayotte, dites-moi, vous avez une trentaine d'années dans cette carrière-ci. Vous êtes scientifique, bien sûr, mais un poste qui a demandé une certaine présence médiatique. Vos enfants, vous en avez deux qui sont dans la vingtaine aujourd'hui, qui ont grandi avec ça. Comment est-ce qu'ils trouvaient le travail de maman? Je pense qu'ils ont appris rapidement. Moi, je discutais beaucoup des points éthiques avec eux parce qu'ils se développaient là-dedans aussi. Mon fils et ma fille entraient dans le sport, alors on a discuté de ça. Je pense qu'un enfant dont les parents font une activité quelle qu'elle soit, ça devient la normalité. Donc pour eux, il n'y avait rien d'exceptionnel, d'autant qu'on n'en faisait pas un plat. La notoriété ou passer à la télévision, moi, ils savaient que je faisais de ça œuvre d'éducation. J'aimais transmettre. La seule raison pour laquelle je le faisais, c'était que les gens se servent de l'exemple pointu qui nous est donné avec un cas positif d'un athlète pour se questionner sur leur pratique de société, sur l'utilisation des médicaments, des dopes, des suppléments. Donc, c'était plus un ouvrage d'éducation que je faisais. Donc, je pense qu'ils l'ont perçu comme ça, là. Christiane Ayotte, vous faites partie d'un monde, je pense qu'on peut dire, assez masculin, et ça depuis un certain temps. Qu'est-ce que ça apporte comme défi, ça? Je pense qu'au début, on se voit pas... Moi, je me voyais pas comme une femme parmi des hommes, mais évidemment, les farces plates et lourdes, ça, on s'en passerait. Mais bon, on se dit, ça fait partie de la game un peu, là. Alors, jeune, je me disais, bon, bien, si je veux faire carrière dans ce milieu-là, je dois supporter ça. Ça a été aussi un stimulant pour faire des études graduées. J'étais jeune et je voyais ce qui s'offrait à moi, puis je voyais que ceux qui continuaient parmi mes confrères seraient mes patrons. Là, je me suis dit non, c'est pas vrai. Alors, j'ai fait une maîtrise comme ça, mon corps défendant, m'en défendant bien, d'avoir de l'ambition, bien sûr, si c'était péché. Mais j'ai fait une maîtrise pour ça, j'ai poursuivi au doctorat, puis après, j'ai ajusté avec un postdoc pour être certaine que j'aurais une chance ou que je serais outillée pour être à la limite mon propre patron ou pour avoir une liberté scientifique ou académique qui ferait que j'aurais pas à subir de l'arbitraire ou me faire refuser. Faites attention de ne pas vous surdiplômer. Alors, c'est un milieu qui est très dur
Et bon, maintenant, il a fallu que j'apprenne à hurler avec les loups. Et peut-être on peut me reprocher, certains me reprochent d'être dure et d'être assez coupante, mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Est-ce que c'est un monde encore très masculin? Je pense Oui. que vous êtes 4 femmes dans le monde à diriger des labos Absolument. antidopage. Sur les 35, on est 4 femmes et je suis certainement la seule qui s'exprime. Qui parle, qui tient tête, qui dénonce. Et il y a encore de mes confrères qui pensent qu'il est de bon ton de venir me dire que je dérange les gens puis que c'est inacceptable. C'est pathétique, c'est pathétique. Mais bon, j'avais un copain brésilien qui m'a dit un jour... Arrête, fais-toi-en pas avec ça. Leur proverbe était en anglais quelque chose qui pourrait se traduire par tu donnes pas un coup de pied à un chien mort. Donc, oui, tu es dérangeante, oui, c'est fatigant, mais ça témoigne de la place à laquelle tu es rendue. Quand on pense au dopage, on ne peut pas s'imaginer qu'au-delà de Ben Johnson, que les Canadiens, les athlètes canadiens sont corrompus. Est-ce que c'est une image, ça, ou c'est une réalité, vous direz? C'est une image qui est universelle. C'est bien naturel, on a une image, on aime projeter sur l'autre, surtout qu'on se dit, ah, ben, c'est bien normal que notre pauvre petite Canadienne ou notre pauvre Canadien ne pouvait pas gagner, c'est parce que c'est les dopés américains ou les dopés russes. On a eu au Canada nos grands dopés. Il y a encore des athlètes canadiens qui régulièrement se font attraper dans les mailles du filet. On n'est pas plus brillants que les autres et les hommes et les femmes sont équivalents. La bêtise est universelle, je vous dirais. Et c'est un peu cynique comme façon de penser, mais c'est vraiment... les plus grandes erreurs, on les fera en pensant qu'on est né dans un pays qui était absolument pur, sain et exempt et que les autres sont des bandits. Et quand on parle de nos grands dopés canadiens, Oui. est-ce que le fait que vous êtes canadienne, est-ce que vous subissez une pression plus importante que si c'était un athlète d'ailleurs? C'est très difficile pour... la force de caractère est importante et là, c'est moins pire parce que c'est parti dans des mains plus indépendantes, des agences indépendantes. Mais au début, c'était très lourd parce que on était directement face à face avec la fédération ou avec le gouvernement et il n'y avait pas de mur. Alors, c'était qui le bandit? C'était la personne qui l'avait trouvé. Puis il y avait beaucoup de pression pour que le laboratoire collabore de certaines personnes, pas tout le monde, à aider à exonérer un athlète canadien qui se faisait attraper dans les mailles du filet. Puis ça peut être mis aussi au niveau des arbitrages. J'ai de mes confrères qui ont une peur bleue d'aller en cours et de se retrouver, c'est comme un procès au criminel, là, attaqué, on risque de tout perdre lorsqu'ils viennent chercher des petits détails dans les laboratoires, essayer de nous mettre en défaut. On risque de tout perdre. Il y a le travail de 30 personnes aussi en même temps. Donc, il y a une pression qui est mise, mais bon, heureusement, il y a des avantages à être là depuis longtemps. On ose moins. Il y en a qui disent qu'on devrait tout simplement permettre certaines substances qui sont illégales aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? J'ai entendu, moi, plein d'histoires dans les derniers 30 ans. J'ai entendu, bon, ben, c'est toutes des interventions abusives, paternalistes. L'athlète, c'est une décision éclairée de se doper. Il y a une vision philosophique du dépassement humain par la dope qui fait très années 60, là. Et donc, ça ne serait pas triché si ces agences corrompues comme le CIO n'avaient pas décidé que c'était triché. Alors ça, c'était une posture qui était adoptée régulièrement. On nous disait pas de test sanguin ou urinaire, pas de test hors compétition parce que c'est trop invasif, c'est trop harcelant. Et bon, maintenant, ce qu'on entend, c'est, bien, il pourrait avoir, parce qu'on a quand même une petite pitié pour ceux qui ne veulent pas se doper, on sent qu'il y a peut-être un point là, parce que c'est quand même un peu dangereux. Il y en a qui en meurent, alors peut-être qu'il ne faudrait pas aller dans le dopage, mais on se dit peut-être qu'on pourrait avoir des jeux pour doper, puis des jeux pour pas doper, oui, comment on fait la différence. On est persuadé que le sport sans dope, ça va être un sport plate, que la vie sans pilule, ça se peut pas. Et ça, c'est tout à fait faux, c'est pas nécessaire. Enlevez-vous de là, laissez les sportifs réaliser leur performance.
un 100 mètres, là, s'il n'y a pas le petit chronomètre dans le coin, il n'y a pas un œil humain qui peut faire la différence entre 10,02 et puis 9,6. Il n'y a personne qui peut le voir. On aura quand même 8 gens qui font une course et qui sera tout aussi intéressante. Arrêtons de penser que le sport sans dope, ça va être une histoire de mémère. C'est pas vrai. Ça fait une trentaine d'années que vous œuvrez dans ce milieu-là. Pensez-vous qu'un jour, vous aurez plus de travail? Mais je pense qu'en premier, il va falloir nettoyer un peu certaines habitudes sociales de notre société. Les athlètes, ce sont nos fils et nos filles. Ils vont adopter les conduites dopantes qu'ils vont importer dans leur milieu familial. Alors ça, je pense qu'il y a une vigilance et si on veut être des bons citoyens éclairés, les gouvernements nous disent tous qu'ils nous aiment bons citoyens éclairés, bien prenons-les au mot et qu'ils nous aident à former les gens. Alors, ça commence là, mais c'est là, un athlète, il va importer chez son père et sa mère ce qu'il voit se produire. Puis après ça, bon, isolé dans un cocon où il y aura des pratiques dopantes, il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans les équipes de jeunes. On abandonne le sport collégial universitaire. Il n'y a pas d'argent, dit-on, pour faire de l'antidopage. Comment voulez-vous qu'on enlève toutes ces pratiques dopantes qui sont dangereuses pour les athlètes si on se concentre sur des tests sur l'élite puis on abandonne toutes les couches en dessous? Ils sont complètement abandonnés, nos jeunes, puis tout à coup, on leur dit « mais t'es bien bête, t'es dopé », mais il a été pris dans un engrenage qui est encore très prenant. Alors, Christiane Ayotte, vous avez encore du travail à faire. Oui, probablement, et je passerai certainement le flambeau. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Depuis 30 ans, Christiane Ayotte est aux trousses des malfaiteurs. Dans son laboratoire à Laval, elle analyse le sang et l'urine d'athlètes de partout dans le monde à la recherche de celui ou de celle qui aurait triché. Christiane Ayotte est la directrice du laboratoire de contrôle de dopage, le seul en son genre au Canada. Cette scientifique d'envergure mondiale a eu la piqûre des sciences très jeune. Son père était biochimiste et la maison familiale était un véritable laboratoire. Très tôt dans sa carrière, on demande à Christiane de mettre au point un test de dépistage pour les athlètes canadiens aux Jeux olympiques de Los Angeles. Quelques années plus tard, Christiane Ayotte devient directrice du laboratoire antidopage et depuis, elle parcourt le monde entier à traquer ceux et celles qui salissent leur sport. Certains me reprochent d'être dur et d'être assez coupant. Dans le sport, dans les années... ça commence même au début des années 50 avec les amphétamines. On parlait aussi de cocktails de cocaïne, d'héroïne, ce qui était disponible à l'époque, et même de la strychnine. Donc, c'était dans des buts de stimulation. Au fur et à mesure que l'industrie pharmaceutique a développé des médicaments pour répondre à des besoins thérapeutiques tout à fait légitimes, bien, il y a des dopes qui se sont introduites dans le sport. Je suis persuadée, dans les années 80, les premiers sportifs qui se sont fait attraper par des tests antidopage compétents ne comprenaient pas que du jour au lendemain, alors qu'ils croyaient faire ce qu'ils devaient faire pour... et ce que tout le monde faisait dans tous les pays, les haltérophiles, les lanceurs de poids notamment, que du jour au lendemain, ils passent d'un athlète cohérent à un tricheur.
Et qui sont les dopeurs? Bien, dans le temps, c'était les entraîneurs. C'était en Allemagne de l'Est ou dans les pays du bloc de l'Est, en Russie, les médecins, principalement qui sont disponibles pour des utilisations thérapeutiques légitimes, là, mais sous ordonnance. Et il y a quelques drogues d'abus. Alors, on détourne le médicament de son utilisation thérapeutique légitime pour prendre une des propriétés, que ce soit la propriété principale ou secondaire, en l'administrant à l'athlète, tenter d'augmenter ses performances. Alors, il y a en fait une 400 médicaments. Et ce qui est peut-être plus perturbant maintenant, c'est qu'il y a des produits qui n'ont pas encore terminé la phase des études cliniques qui sont disponibles sur l'Internet pour recherche, entre guillemets, mais tout le monde sait très bien que c'est distribué chez les athlètes sans aucune idée là, de l'innocuité ou de l'absence d'effets secondaires. C'est distribué chez l'athlète par qui? C'est un peu tout. Il y a quelques années, c'était restreint. En fait, quand le dopage s'est inséré des équipes sportives, comme on l'a appris par la suite, c'était du dopage étatisé. Dans d'autres pays, c'était des pôles. Il y avait des médecins qui avaient des recettes particulières et qui dopaient les médecins de fédération. Il y a tout autant de dopeurs qu'il y aura de façons de pratiquer le sport élite. Et vous, votre travail, c'est de trouver ces tricheurs-là. Comment est-ce que vous détectez ces substances illégales? Est-ce que ça se fait avant, durant, pendant, après les compétitions? À quel moment est-ce que vous testez? En fait, historiquement, il a fallu qu'on s'est ajusté au gré des scandales percutants. Et au Canada, je pense que le scandale de Ben Johnson à la fin des années 80 reste marquant à l'image internationale. Auparavant, dans les années 80, les tests étaient faits en grand amateur. Il y avait besoin qu'on passe à la phase professionnelle. Il se faisait peut-être 35 000 tests dans le monde entier, principalement au moment des compétitions, donc les Jeux olympiques, les tournois de foot, mais on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Christiane Ayotte, bonjour. Bonjour. Certains disent de vous que vous êtes l'ennemi de l'athlète. Qu'est-ce que vous dites à cela? Oh, pas du tout de l'athlète, mais du dopé, des tricheurs, des abuseurs, des gens qui essayent de se faire du crédit en projetant sur les autres leurs désirs. Ça, probablement qu'effectivement, je serais plus dans leur chemin. Quelle est votre définition? Quelle est la définition du dopage? Le dopage, en fait, il y a une définition qui est tout à fait technique selon l'Agence mondiale antidopage et les fédérations sportives. C'est la prise d'une substance qui est nommée sur la liste des interdictions. Le dopage et les agents dopants, ce sont des médicaments, surtout en grosse majorité,